2 porte-avions, plus d'une centaine d'avions de chasse, quelques 40 000 hommes, face à l'armada déployée par les États-Unis en février 2026, l'Iran sait très bien qu'elle ne fait pas le poids. Alors sur qui peut-elle encore compter pour lui apporter son aide ? On trouvait les alliés historiques de l'Iran dans ce qu'on appelle l'arc chiite, la sphère d'influence de Téhéran, qui allait du Hamas en Palestine à l'Irak, en passant par le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen et surtout la Syrie d'Al-Assad. Jusqu'à la chute du dictateur en décembre 2024, celle-ci était le principal allié de Téhéran dans la région. Depuis le début de la guerre civile syrienne en 2011, l'Iran a investi massivement dans les infrastructures militaires syriennes pour soutenir le régime. Plus de 30 milliards de dollars que l'Iran ne pourra certainement pas récupérer suite au changement de pouvoir. Le nouveau président syrien, Ahmed al-Shara, a plutôt choisi de tourner le dos au régime des Mollahs, dans le but d'obtenir la levée des sanctions économiques américaines et européennes qui frappaient la Syrie, ce que lui a accordé Donald Trump en mai 2025. L'Iran donc a une relation très diminuée, très affaiblie. Il n'y a pas d'intention d'aller faire la guerre au régime d'Ahmed al-Shara, mais une relation qui a été par le changement de régime de fait rompue, enfin sur le plan stratégique. La Syrie permettait à l'Iran d'écouler sa production, mais aussi de contourner les sanctions internationales pour exporter jusque sur le continent européen. La perte de cet allié lui coupe l'accès à la mer Méditerranée. Autre pays de l'arc chiite, l'Irak. Mais ce pays ne s'est pas relevé de la chute du régime de Saddam Hussein et de l'occupation américaine. Sur le plan religieux, c'est la grande famille chiite au Moyen-Orient. On a des considérations, je dirais, pragmatiques qui prennent le pas aujourd'hui en Irak. D'une part, des années de guerre qui ont quand même usé le potentiel à faire la guerre et notamment à s'engager dans une confrontation avec Israël, ce que les Irakiens ne souhaitent pas. Par ailleurs, on a une reconstruction économique à laquelle tous les acteurs tiennent. Autre allié historique, le Hezbollah au Liban, considéré comme le principal proxy iranien au Moyen-Orient. Celui-ci ressort très affaibli de sa guerre contre Israël. Fin 2024, l'explosion coordonnée de milliers de beepers utilisés par l'organisation avait fait 42 morts et près de 3500 blessés dans ses rangs. 10 jours plus tard, une frappe israélienne tuait son chef, Hassan Nasrallah. L'accord de cessez-le-feu qui s'impose alors à cette milice chiite libanaise prévoit son désarmement dans le sud Liban, un objectif que l'armée libanaise prétend atteint depuis janvier 2026. Le Hamas, qui contrôlait jusqu'à 2023 la bande de Gaza, est un autre allié historique de Téhéran qui lui apportait un soutien militaire et financier important. La guerre et l'invasion du territoire de Gaza par Tsahal a évidemment fortement affaibli le Hamas. L'Iran soutient également les rebelles houthis du Yémen qui contrôlent une partie de ce pays au sud de la péninsule arabique. Cette milice chiite affronte l'armée yéménite régulière qui est, elle, soutenue par l'Arabie saoudite. En 2023, Saoudiens et Iraniens se sont rapprochés et sont parvenus à un accord. D'un certain point de vue, cet accord a fonctionné parce que jusqu'en 2023, les Saoudiens étaient la cible de pas mal de frappes houthis, que ce soit sur leurs côtes, que ce soit les navires saoudiens qui transitaient via la mer Rouge, que ce soit des installations et des infrastructures portuaires ou pétrolières saoudiennes. Et donc ça commençait à devenir un vrai problème sécuritaire pour les Saoudiens. Et depuis cet accord avec l'Iran, les Houthis n'ont plus attaqué les intérêts saoudiens de manière directe. Au-delà des alliances historiques avec le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, l'Irak et la Syrie, tous désormais très affaiblis, d'autres acteurs ont récemment changé d'attitude vis-à-vis de l'Iran. Ce sont les pays du Golfe, et en particulier justement l'Arabie saoudite. Il y a eu un retournement complet de l'approche diplomatique vis-à-vis de l'Iran, qui donc partait plutôt d'une position quand même de pression maximale, d'essayer de pousser les États-Unis à avoir une position très forte vis-à-vis de l'Iran. Alors comment expliquer le changement de l'approche diplomatique des pays du Golfe qui étaient jusque-là hostiles à l'Iran ? Il y a cette vision qui est vraiment cruciale et assez existentielle en fait pour le royaume saoudien.
que l'économie, la prospérité économique, le développement de l'économie au-delà des secteurs pétroliers va être crucial pour la stabilité du régime et le développement du royaume dans les décennies qui viennent. Et que pour avoir ce développement économique, il faut une stabilité régionale. Et donc, il y a vraiment une vocation saoudienne et des autres pays du Golfe d'étendre leur marché à l'ensemble de la région, y compris en fait potentiellement à l'Iran. Les pays du Golfe comptaient jusqu'à présent sur la présence des bases militaires américaines sur leur territoire pour assurer leur sécurité. Mais Donald Trump a été élu sur un programme prônant le désengagement des Américains sur les théâtres d'opérations extérieures. Une éventualité que les pays du Golfe préfèrent anticiper. La décision de prendre en main leur diplomatie par eux-mêmes, de ne pas passer que par les États-Unis et d'avoir leur propre canaux diplomatiques avec l'Iran, c'est un résultat direct de ce sentiment de retrait américain et de volonté de prendre en main leur diplomatie et d'être plus autonome dans leur diplomatie vis-à-vis des US. Mais en même temps, il n'y a pas de naïveté dans cette relation avec l'Iran. L'Iran reste avant tout une menace sécuritaire majeure pour ces pays-là. L'Iran compte aussi dans ses partenaires deux puissances importantes, avec lesquelles elle s'affiche volontiers régulièrement lors d'exercices militaires conjoints, Iran, Russie, Chine, dans les eaux de la mer d'Oman. Chine et Russie sont tous deux membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et disposent donc d'un droit de veto. À ce titre-là, elles peuvent apporter un appui considérable à l'Iran sur le plan international. Les Chinois refusent que de nouveaux paquets de sanctions soient votés contre l'Iran et que les sanctions soient renforcées. Et la Chine, elle a un poids assez important. Et donc, si elle décide de ne pas soutenir ces sanctions internationales-là, ça a un vrai impact. Les pays du Golfe sont quand même plus intéressants que l'Iran aujourd'hui, qui est sous sanctions internationales pour faire du business. Et donc, la Chine, en essayant de trouver cet équilibre-là entre les deux, ne peut pas se permettre d'être trop proche non plus de l'Iran. Côté russe, l'Iran a conclu en janvier 2025 un important partenariat stratégique global dans de nombreux domaines, dont la défense et l'énergie. Vladimir Poutine profite aussi, depuis le début du conflit ukrainien, des drones Shahed iraniens. Mais la Chine et la Russie tiennent aussi à ménager un autre acteur important de la région, Israël. Ces deux États ont des relations très étroites aujourd'hui, en tout cas de plus en plus importantes et étroites avec Israël. Bon, avec la Russie, c'est le cas depuis de nombreuses décennies, mais on voit aussi les Israéliens bâtir aujourd'hui un rapprochement avec la Chine parce qu'ils ont bien compris que ça peut être l'acteur de demain. Pour la Chine et la Russie, l'Iran est un partenaire économique bienvenu, mais encombrant, et surtout pas une priorité stratégique. Il y a vraiment une dimension existentielle dans ce qui est en train de se passer pour le régime iranien et finalement les Chinois sont pas vraiment au rendez-vous pour les soutenir et ni les Russes d'ailleurs. Donc les Iraniens se retrouvent quand même très isolés. Le régime iranien se trouve par ailleurs menacé par la pression de la rue. Après s'être calmé fin janvier 2026 suite à la violente répression, les manifestations ont repris mi-février. Le problème, c'est qu'on ne sait pas en fait vraiment ce qui pourrait se passer sur le terrain. Et à mon avis, si la République islamique s'effondre, on aura cette stratégie finalement du va-tout, plus rien à perdre, une stratégie jusqu'au boutiste, qu'on pourra considérer comme totalement suicidaire, mais qui consistera, oui, à vouloir de toute façon gâcher la fête, si je puis me permettre. Un tel scénario d'effondrement du régime iranien inquiète tous les États de la région qui craignent un chaos politique plus dangereux encore pour la stabilité régionale que le régime dictatorial des ayatollahs.